quand on mangeait, il y avait une sorte de hiérarchisation. Nous, on mangeait les restes. Et avec ce garçon, on se battait pour savoir qui allait avoir la cuisse. On pouvait se foutre des gifles pour un verre de coca. Et ça les animait en fait, ça les faisait plaisir de voir qu'on passait notre temps à se battre pour de la bouffe. Et j'en veux extrêmement à cette famille d'accueil. Ma naissance a été un véritable tsunami, dans le sens où déjà ma mère, étant donné qu'elle était malade, elle avait des problèmes psychologiques. Pour moi, elle était schizophrène, plus. Elle était en incapacité d'élever des enfants. Je suis née prématurée. Donc je suis née à 35 semaines. J'ai passé 3 mois en couveuse parce que ma mère elle prenait énormément de médicaments et elle fumait aussi. J'étais extrêmement malade, j'étais en sevrage. C'est des vomissements à répétition, c'est des tremblements à répétition, c'est des moments où tu passes ton temps à dormir. Ça aurait pu être fatal. Ensuite, j'ai passé 2 semaines avec ma mère. Au bout de la 2e semaine, ma mère a craqué et elle a fait une tentative de suicide. Elle s'est jetée dans le canal Saint-Martin à Paris. Elle m'a laissée seule dans son appartement. C'est une voisine qui a entendu mes cris et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Donc, les services sociaux ont été contactés. La décision a été prise qu'il fallait que je sois retirée des droits parentaux. Donc, à l'âge de 6 mois, j'ai été placée en famille d'accueil. Donc j'ai été élevée jusqu'à mes 21 ans dans cette famille d'accueil. À 3 ans et demi, un nouveau garçon est arrivé dans cette famille d'accueil. En vérité, ma vie a changé à partir de cette arrivée. C'est-à-dire que l'importance que j'avais aux yeux de cette assistante maternelle a littéralement disparu, quoi. Son attention était concentrée sur lui et en omettant ma présence de manière forte, irrévocable. J'ai senti ce deuxième abandon comme un poignard dans le cœur, quoi. Une fois que ce deuxième enfant est arrivé, là, les violences ont commencé. Ça commençait par des insultes, ça commençait par des petits coups parce qu'on faisait des conneries. On était souvent enfermés dans notre chambre. J'ai eu des gestes de violence vis-à-vis du mari, de la femme et parfois aussi des enfants. Souvent des gifles, beaucoup de fessées, des brimades. Il y avait aussi une énorme différence entre ses propres enfants et nous. C'est-à-dire que, par exemple, quand on mangeait, d'abord il y avait une sorte de hiérarchisation, c'est-à-dire que c'était le père qui mangeait en premier. Ensuite, c'était les garçons qui mangeaient en premier. Ensuite, c'était les filles, donc ses propres enfants. Et ensuite, nous. Donc nous, on mangeait les restes. Et avec ce garçon, on se battait pour savoir qui allait avoir la cuisse. Boire un verre de coca, c'était exceptionnel. Donc on se battait même pour boire un verre de coca. On pouvait se foutre des gifles pour un verre de coca. Et ça les animait en fait, ça les faisait plaisir de voir qu'on passait notre temps à se battre pour de la bouffe. Dès qu'on faisait une bêtise, on n'avait rien de manger, on était punis. Les insultes, c'était par exemple, on m'insultait tout le temps de Karloucha. Et la Karloucha, ça veut dire la noire en arabe. Alors la Karloucha, ça va? Allez, va faire le ménage, Karloucha. Donc je passais mon temps à faire la Karlouche, quoi. À aller faire le ménage. Il parlait souvent en arabe, donc j'ai appris à comprendre le berbère au fur et à mesure des années. Donc quand il parlait sur moi, je savais ce qu'ils étaient en train de dire, mais c'était sale. C'était vraiment sale. La petite Karloucha, elle est issue d'une mère juive. Son père, il est sorti avec une juive alors qu'il est musulman. Elle est métisse. C'est une chétane, c'est une merde. De toute façon, ce sera toujours une merde, c'est une bonne à rien, elle réussira à rien, elle fera rien de sa vie. Et ça, c'était leur leitmotiv. Donc au bout d'un moment, tu te dis, puisqu'ils le disent, c'est que je suis une merde. Toutes les semaines, j'avais des rendez-vous chez des psychologues. Donc j'étais suivie pendant 12 ans par la même psychologue, par la même psychothérapeute. Je ne parlais pas, je ne disais rien. Et les questions qui m'étaient tout souvent posées, c'est « Est-ce que tu vas bien ?» Je répondais souvent « Oui », alors qu'en fait, ça n'allait pas. Je ressentais la pression de cette assistante maternelle qui me disait tout le temps, à chaque rendez-vous, c'est « Si tu dis quelque chose, t'auras affaire à moi. Et tu verras la pression que tu vas recevoir. C'est-à-dire les coups, tu vas les recevoir. » Je l'aimais, donc cette femme, donc j'avais envie de l'aider, donc j'avais envie de dire que oui, c'était une femme merveilleuse, une très bonne maman, et en fait, pas du tout. Personne n'était au courant. Quand j'allais à l'école, mes professeurs, ce qu'ils voyaient, c'est juste le fait d'être une enfant turbulente. J'avais trop de problèmes, en fait. Il fallait que je gère psychologiquement cette violence que j'avais à l'intérieur de cette famille, et puis en plus arriver dans un autre environnement où les enfants sont, entre guillemets, normaux, quoi. Et de voir cette normalité, de se dire que, en fait, je ne vis pas la même chose. En primaire, par exemple, ça a été 10 fois plus difficile aussi parce que, à l'école, j'arrivais pas à me concentrer. Parce que les cris à la maison étaient prédominants. Les coups aussi, les insultes, les violences, les punitions. Mais ils se posaient pas la question de se dire, en même temps, elle a eu un parcours difficile, c'est aussi pour ça qu'elle est comme ça, faudrait peut-être essayer de l'apprendre autrement, de l'accompagner de manière différente, etc. Ce qui ne s'est jamais fait, c'était plutôt, elle est chiante cette fille. Nous casse la tête quand même. Il faut savoir que quand un enfant est placé en famille d'accueil, à cette époque-là, c'était 15 000 francs par enfant. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est 1 500 € par enfant. C'est la poule aux œufs d'or, quoi. Nous étions, avec cet autre garçon, nous étions vraiment la poule aux œufs d'or. À l'âge de 12 ans, je me posais des questions sur l'argent. Parce que cette femme, durant donc, ces 12 premières années, on ne se lavait pas. La manière de s'habiller aussi était extrêmement pauvre. Elle disait toujours qu'elle n'avait pas d'argent. Je pouvais porter par exemple 3 jours la même culotte, 2 jours le même t-shirt. Pour moi, ça me paraissait totalement normal. Donc il y a ce questionnement qui arrive où je me dis mais je comprends pas, cette
dame me dit qu'elle a des problèmes d'argent, mais en même temps, mon éducatrice me dit qu'elle gagne tant. Donc ça veut dire quand même qu'elle est riche. Où va cet argent? C'est elle qui gérait cet argent. Et en plus de ça, on avait aussi tous les 6 mois 300 € tous les semestres pour nous habiller. Elle récupérait cet argent aussi. Et elle faisait semblant de dire, tiens, on va t'acheter un petit pantalon, on va t'acheter ci, on va t'acheter ça, mais le reste, elle le gardait. Elle dit, t'inquiète pas, ce sera pour les prochains mois. Mais en fait, on ne voyait jamais cet argent. J'ai eu un déclic et je me dis, là, il y a un véritable problème, ça va pas du tout. À 15 ans, je pète un câble, je vais voir mon ancienne éducatrice et je lui dis, il faut que je te parle. Parce que là, je me faisais tellement taper dessus par le père, par la mère, par les frères, par la sœur. En plus, Jack, parfois, on se battait aussi ensemble. Mais maintenant, je comprends pourquoi on se battait. C'est parce qu'on avait tellement envie d'avoir l'approbation de cette famille qu'on se battait pour savoir qui aura le meilleur amour, qui recevra l'amour de ces gens-là, en fait. On ne l'a jamais reçu. À 15 ans, je finis par prendre mon courage à deux mains et je vais voir cette éducatrice et je lui raconte tout. Elle ne me croit pas. Elle me dit, c'est pas possible, Sabine. Ça veut dire que pendant les 15 années où on t'a suivi, les 12 années où on t'a suivi, il s'est passé tout ça? Je lui dis oui. Et elle me dit, mais pourquoi tu nous as rien dit? Enfin, c'est même pas à moi de vous le dire, c'est à vous de le voir en fait. Enfin, vous n'avez pas été suffisamment bon, je sais pas, formé dans la psychologie. À un moment donné, il faut le voir. Le lendemain, elle a pris la décision d'en parler donc à toute l'équipe thérapeutique. Et la décision a été irrévocable, elle s'est fait virer de ce travail-là. Donc elle a perdu son premier taf. Donc j'ai eu une première victoire. Sauf que quand elle l'a su, le lendemain, je me fais littéralement défoncer par cette femme. À me prendre des claques, à me dire que j'étais une grosse connasse, que je l'avais trahie à cause de moi, elle avait perdu de l'argent. Et donc, à partir de ce moment-là, la vengeance, elle a été terrible vis-à-vis de cette femme. Et elle ne m'a pas lâchée. C'est que c'était des punitions sur punitions, sur punitions, sur punitions, sur punitions. Mais elle continuait quand même à travailler à l'aide sociale à l'enfance. J'ai essayé de dénoncer auprès de l'aide sociale à l'enfance. Alors là, c'était juste, mais pas possible. C'est-à-dire qu'elle avait 2 boulots. Elle travaillait au centre thérapeutique, donc elle pouvait accueillir des enfants grâce à ce centre thérapeutique. Et en même temps, elle travaillait aussi avec l'aide sociale à l'enfance. Je veux dire, il y a un truc qui ne va pas. Donc je fouillais partout. Donc là, j'ai découvert des choses de chaque enfant. Et je vais dans la chambre de cette assistante maternelle. Je vais vraiment fouiller dans toute sa chambre. Et à un moment donné, je tombe sur une boîte. Je dis, ah tiens, j'ouvre la boîte et je vois qu'il y a plein de papiers. Et moi, dans mon intérêt, je me dis, peut-être qu'il y aura des choses sur moi, peut-être que je vais découvrir des trucs et tout. Et en fait, ce que je vois en dessous de la boîte, je fais ça, je dis, mais c'est quoi ça? Je le sors et c'était lourd. Et là, je vois des liasses de billets. Mais des liasses et des liasses de billets. Donc, il y avait 3 étages de liasses de billets comme ça. Clac, clac, clac. Des milliers d'euros cachés dans une boîte. Et là, je me dis, mais putain, mais quelle connasse. La meuf, elle dit qu'elle a pas de thune depuis des années. Elle nous prive de tout. Mais dans cette boîte, il y a tout cet argent. Et là, je me dis, ah ouais. Et c'est comme ça que j'ai décidé aussi de dénoncer auprès de l'aide sociale à l'enfance en disant, mais il y a un problème. En fait, tout l'argent qui nous est dû, en fait, on n'a jamais vu la couleur. Bien évidemment, on ne croit toujours pas. Que ce soit mon éducatrice et que ce soit ma psychologue, elles n'ont rien vu. Je remercie cette prof que j'ai rencontrée, mais je crois que dès la première fois où je l'ai vue, j'en suis tombée littéralement. Quand je dis amoureuse, je veux dire amicalement, quoi. J'ai été tout de suite attirée par cette femme. Et au bout de 4-5 mois, je me suis dit, il faut que j'aille lui parler. Et donc, j'ai été voir cette femme. Je lui dis, je pleurais et je lui dis, il faut que vous m'aidiez. J'ai envie de me suicider. Elle me dit, mais attends, mais Sabine, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de mourir. Et donc là, je lui raconte tout ce que je subis dans cette famille d'accueil. Elle a les yeux, le regard qui est complètement... elle est stoïque, quoi. Sidérée. Elle me dit, mais Sabine, mais je peux rien faire. Je dis, déjà, juste d'être avec moi, de m'écouter, ça va beaucoup m'aider. Et en plus, moi, à cette époque, il faut savoir aussi que j'ai envie de faire du théâtre. Donc, ce qui me tenait, c'était le théâtre. Et la chance que j'ai eue, c'était en arrivant dans ce lycée. J'arrive dans ce lycée et puis sur le mur, il y a une petite affiche avec atelier théâtre. Donc là, j'ai joué toutes les semaines dans cet atelier. C'était mon échappatoire. Et quand j'ai décidé à 16 ans de vouloir être comédienne, alors là, ça a été... dans la famille d'accueil, mais putain, mais t'es noire, tu crois vraiment que tu vas réussir à être comédienne? Je lui dis, mais parce que je suis noire, je vais pas réussir à être comédienne. Écoute-moi bien, tu me dis ça là, rappelle-toi bien de cette petite phrase, parce que sur la tête de ma mère, je vais devenir une star. Je n'ai pas réussi à devenir une star, mais moi j'ai réussi à devenir comédienne, déjà c'est déjà bien. Et je me dis, il faut que j'ai mon bac, c'est le seul moyen de pouvoir faire mon métier de comédienne, donc j'ai tout fait pour avoir mon bac. Et à 21 ans, j'avais déjà préparé mes sacs depuis l'âge de 18 ans, parce que je savais que j'étais sur le départ. Moi, je me suis fait littéralement jeter dehors parce que j'étais avec un pote dans la cave, alors que c'était mon voisin et qu'on se connaît depuis 20 ans. Je suis restée même pas 10 minutes, mais j'étais insultée de sale pute, de grosse merde, etc. Je rentre, il prend mes sacs, il les vire, et là je me retrouve à la rue. Donc j'ai mes pauvres sacs là avec moi. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai 21 ans. J'appelle ma pote, mon amie Manu, pour lui dire est-ce que je peux venir chez toi? Elle me dit non, là c'est malheureusement mon père nous a grillés, donc tu peux plus squatter à la maison, parce que je dormais en cachette chez elle en fait. Son père n'était pas au courant. Et donc là j'appelle une autre copine qui, avec toute sa générosité et avec le peu d'aide qu'elle pouvait, m'a filé de la thune. Elle m'a accompagnée à l'hôtel, donc j'ai passé 2 jours à l'hôtel. Heureusement j'ai trouvé un boulot. À ce moment-là, je parle de mes problèmes à des profs de ce lycée. Il y a une prof qui m'accueille, donc cette prof de sport qui m'a accueillie pendant 3 jours, Patricia. Ensuite il y a
une autre prof de français qui m'accueille pendant 2 mois et demi dans son appartement. Et ensuite, une autre prof qui m'accueille 2 mois et demi dans son autre appartement. Et ensuite, durant mes 21 ans jusqu'à mes 30 ans, j'étais sans domicile fixe, donc je squattais d'appartement en appartement. Et à chaque fois, à un moment donné, on me jetait dehors parce qu'ils avaient besoin de place, etc. Les gens profitaient aussi de ma position de faiblesse. Donc en termes de générosité, c'est de la fausse générosité. C'est je suis généreuse avec toi, mais il va falloir que tu me refiles le double de ce que je t'ai donné. Donc je me sentais jamais à ma place, je me sentais constamment redevable, comme je l'ai été auprès de cette famille d'accueil. Et là, donc en plus, au moment où je pars de cette famille d'accueil, 2 mois après, la chance fait que je décroche un premier rôle dans une série à succès. Et puis au fur et à mesure des années, donc j'ai beaucoup tourné. Il faut savoir que ma mère est décédée entre mes 26 et mes 27 ans. Et 6 mois avant, j'ai eu une sorte de fulgurance en me disant qu'il faut que je lui écrive une lettre et je lui demande pardon en fait, parce que je me suis trompée. Le plus gros des regrets, c'est d'avoir focalisé mon amour sur cette assistante maternelle en oubliant que ma mère, elle a déjà la décision de m'avoir abandonnée. Pour moi, c'était le geste ultime où elle m'a sauvé la vie. Je pense que si j'avais vécu avec elle, je ne sais pas si je serais en train de vous parler aujourd'hui. Mais pendant ces 20 dernières années, même 30 dernières années, je l'ai haï parce que je ne comprenais pas sa maladie. J'aurais voulu être... Je me rappelle parce que quand je suis venue dans sa chambre à l'hôpital où elle était, elle avait le petit article avec moi sur la photo de la série dans laquelle j'avais tourné et elle l'avait gardé. Et elle m'en parlait tout le temps de moi, sa fille, sa fille, sa fille. Et au moment où je lui ai écrit une lettre, où je lui disais que je l'aimais, c'était trop tard et je suis même pas sûre que les médecins lui aient remis cette lettre. Mon père, ça a été la même chose aussi. À cause de cette famille, ils m'ont tellement brisée que j'ai eu du mal à créer cette famille avec tous mes vrais membres. Mon père, je lui en ai beaucoup voulu parce qu'il n'était pas suffisamment présent pour moi. En plus, il avait sa famille, même si on se voyait souvent. Et un jour, il y a une dizaine d'années, il a failli mourir. Il a eu un accident vasculaire. Et je lui ai dit, sur son lit d'hôpital, il avait un bon ventre, il était bien portant. Il était magnifique. Mon père, c'est mon père, je l'aime de ouf, quoi. Je lui ai dit, écoute, papa, par rapport à ce qui s'est passé avant, et certaines trahisons que tu as eues, c'est soit on récupère, on essaie de créer un lien père-fille, ou soit c'est mort, tu me verras plus jamais, quoi. Il a eu la larme aux yeux, il m'a dit, mais t'es ma fille, je t'aime trop. On était là, il me voyait pas à travers la télé, il m'appelait, on se voyait des petits cafés. Et il y a 2 ans, le Covid arrive et mon père, il est mort au tout début de la pandémie, ça a duré 7 jours. Et aujourd'hui, voilà, je suis orpheline, j'ai quasiment plus de famille, quoi, enfin, à part du côté de mon père. C'est difficile et j'en veux extrêmement à cette famille d'accueil. J'en veux au système aussi. J'en veux à ce système de protection de l'enfance et ils savent pas gérer quand tu sais qu'il y a 40% des sans-abri, c'est des personnes issues de l'aide sociale à l'enfance. En termes de construction, aujourd'hui, je suis épuisée en fait. C'est vraiment, je suis épuisée et je suis en train de lâcher prise et ça me fait du bien de pouvoir le raconter maintenant et de ne plus avoir ce besoin de le faire plus tard, de ne plus avoir besoin de me justifier en fait. De pouvoir faire mon métier de comédienne comme j'ai envie de le faire. De crier au fort que je suis une putain de lesbienne aussi, parce que je me suis tue par rapport à ça. Parce que être lesbienne en tant que comédienne, c'est pas bon, etc. Voilà, je suis lesbienne. Et alors ? Je suis métisse, je suis une femme, je suis juive, je suis musulmane. Je cumule toutes les tares possibles et imaginables avec ma seule personne. Et je me dis, je suis encore vivante. Là, je pleure, mais ouais, je suis fière. Là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai mis quasiment 33 ans avant de passer ce cap-là. Si je l'avais pas fait aujourd'hui, je pense que ça aurait été... C'était soit aujourd'hui ou jamais. Et j'ai eu peur pendant tout le trajet. Et je me dis, ce que tu es en train de faire là, Sabine, c'est extrêmement bien, mais sois fière. C'est même meilleur que d'avoir décroché mon premier rôle à la télé, tu vois. Et je vous remercie aussi, vous, d'avoir créé ce média, d'avoir créé cette initiative. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui viendront et parleront de leur histoire. Et que les gens sachent que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a une vie bordélique et tout le monde peut s'en sortir.